Cactus, l'entretien du jour accueille Arlette Soudan Nono, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Avec elle, nous évoquons l'hypothèse de la modification de la Constitution et le bilan de l'action de Denis Sassou Nguesso à la tête de l'État. Cactus avec Arlette Soudan Nono, soyez la bienvenue. Merci. Pourquoi le PCT, le parti au pouvoir, votre parti, veut-il changer la Constitution? Écoutez, moi je parlerai simplement du sacro-saint principe qui régit la démocratie. Il n'y a pas de liberté d'élire sans liberté de réélire. Moi je ne suis pas une juriste constitutionnaliste, j'aurai certainement des éléments à vous donner tout le long de ce débat. Mais je pars déjà de ce principe en démocratie. On ne peut pas empêcher ou maintenir ou garder les choses figées. C'est la dialectique, la vie. Il y a un nouveau contexte, les choses évoluent, les choses ne sont pas statiques. Partant déjà de ce principe, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous ne pouvons pas, parce que la démocratie veut qu'il y ait des gens qui expriment leur opinion. Il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre. Mais déjà dire que nous maintenant, que nous ne pouvons pas, ce n'est pas ce qui régit la démocratie. Et quels sont les points que vous voulez réviser? Écoutez, je vais vous en prendre un pêle-mêle comme ça, qui n'est pas des moindres. Vous savez, actuellement, dans cette loi fondamentale qu'on appelle Constitution aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité, même pour une alternance démocratique qui reviendrait, parce que nous avons déjà connu cette alternance en 92, vous ne pourrez pas, si vous arrivez au pouvoir, en tant qu'opposant ou en tant qu'un membre de la société civile, tout simplement, pouvoir prétendre gouverner avec cette loi de finances actuelle. Vous ne l'aurez pas avec vous. Pourquoi? La majorité du Parlement, aujourd'hui, c'est un Parlement Parti congolais du travail, parce que nous sommes un parti de gouvernement. Donc celui qui arriverait aurait pendant une année, il n'aurait pas la possibilité de proposer, en fin de compte, son budget à l'Assemblée nationale pour lui permettre de mettre en exécution le projet de société qu'il a vu élire. Rien que déjà ça pose un problème. Ça, c'est de 1. Et de 2, il y a aussi un article qui fait couler beaucoup d'encre, c'est celui sur la limitation des mandats d'âge, de mandat d'abord, 2 mandats, et celui de la limitation d'âge. Tant 40 ans pour y accéder à la magistrature suprême, 70 ans date de limitation, âge de limitation. Moi je dis non, tant que le peuple souverainement peut désigner les dirigeants, il n'y a pas de raison que nous nous enfermons dans une mouture comme celle-là. Donc le président Denis Sassou Nguesso pourrait s'il le souhaite, se représenter. Mais s'il le souhaite, parce que je viens de vous dire que ce sont les citoyens en toute souveraineté. Mais là, moi, je pose une gérontocratie. Si un président a 70 ans, 75 ans, il peut être aussi complètement un président vieux dans une société qui est de plus en plus jeune. Cela ne fait pas un peu tâche? Écoutez, moi je vous renvoie simplement à l'élection du Tunisien de 88 ans, qui est un monsieur qui me semble avoir une bonne morphologie déjà et qui me semble avoir préservé toutes ses aptitudes. Donc là, il y a aussi dans le cadre d'un choix de présidence à vie. Comment? Est-ce qu'on ne s'oriente pas aussi à une présidence à vie? Mais c'est ça les démocraties. La démocratie, c'est comme... La démocratie, c'est le choix du peuple qui choisit et qui désigne. C'est ça le critère démocratique. À ce moment-là, remettons en cause même le fondement, même la définition même de ce mot-là. C'est ça que moi, je me l'approprie en tant que concept. La démocratie, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas à tout moment, quand ça nous arrange, dire on est des démocrates. Quand ça ne nous arrange pas, on veut bafouer, on veut tricher. C'est pas possible. Il y a des règles qui sont connues dans le cadre d'une démocratie. La démocratie veut dire liberté de choix et d'opinion. Si un individu, un citoyen, du monde, peu importe le pays où il se présente, si sa constitution lui dit qu'il a l'âge de se présenter, qu'il correspond aux critères définis dans le cadre de la loi de son pays, il n'y a pas de raison. C'est le peuple, c'est la majorité qui va s'exprimer. Et tout simplement, moi je pars de ce principe fondamental. Et pourtant, au sein du parti présidentiel, il y a quelques voix discordantes qui s'élèvent, comme Charles-Zacharie Boyayo, ancien ministre de la Défense du pays, qui a écrit une lettre d'abord au président de la République, Denis Sassou Nguesso, où il décrit la réforme politiquement injuste, juridiquement infondée et socialement explosive.
Mais ça, c'est sa liberté de membre du Parti congolais du travail. Moi, vous savez, je veux faire de la politique autrement. Vous voyez, je suis de la nouvelle émergence politique. Ce qui veut dire quoi? Mon approche de la politique veut qu'il y ait d'abord, avant de la prôner à l'extérieur, une démocratie interne au sein de notre propre formation politique. Donc, au sein de notre formation politique, nous ne sommes pas dans un régime totalitaire, dans un système totalitaire. On ne peut pas tous être pour le oui, sinon à ce moment-là, nous revenons à un monopartisme. Donc, si Zachary Bouao veut s'exprimer ainsi, s'il pense ne pas suivre le plus grand nombre qui s'est exprimé dans le cadre d'un changement constitutionnel, libre à lui, en toute liberté, de se prononcer dans ce cas-là. Cactus revient, la suite dans quelques instants. Suite et fin de Cactus, l'entretien du jour avec Arlette Soudan Nono, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. D'autres politiciens, des opposants, je parle là de M. Benoît Koukébéné, ancien ministre des Hydrocarbures, qui était à votre place il y a quelques semaines, qui parle même de parjure de la part du président de la République. Il se dit, mais pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il prêté serment sur une constitution qu'il trouve aujourd'hui lacunaire? Mais écoutez, moi je pense qu'on n'a pas de leçons à recevoir des personnes qui nous ont conduits à cette guerre civile, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, monsieur Benoît Koukébéné, excusez-moi, mais lorsqu'on a géré comme ce pouvoir à l'époque a géré, on ne peut pas jeter des pierres comme ça et on ne peut pas induire la majorité du peuple. Parce qu'on a aussi un rôle en politique, c'est celui de sensibiliser, celui d'éduquer. Il faut qu'il restitue les choses, il faut qu'il dise simplement aux citoyens congolais d'abord et aux citoyens de façon générale que la démocratie, ce sont des principes et des mécanismes. Sassou Nguesso, s'il le souhaite, il s'exprimera quand il le souhaitera. Quand Sassou Nguesso, en son âme et conscience, pensera, quand on aura changé cette loi fondamentale, qu'il veut être congolais, mais le seul arbitre qui pourra nous départager avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, c'est le peuple congolais. Pourquoi voulez-vous que des opposants nous prennent en otage, nous citoyens congolais, et nous imposent ce dictat en disant « Non, vous n'avez pas le droit de toucher cette constitution ». Moi, j'appelle ça, c'est une démarche non démocratique à mon niveau. Excusez-moi, moi je leur renvoie ça dans l'autre sens. Moi, je veux que l'on respecte ma liberté fondamentale de choisir et de désigner le candidat ou l'homme ou la femme politique qui serait en mesure de me représenter à la magistrature suprême de mon pays. C'est tout ce que je revendique, ma liberté de choix et de propos. Arlette Soudan Nono, par quels moyens comptez-vous réviser cette constitution? Écoutez, les procédures, le chef de l'État a le droit d'aller soit par une loi organique qui passe par l'Assemblée, il poserait les questions là-bas, et soit il propose directement une mouture à l'approbation du plus grand nombre qui est le peuple congolais. Donc c'est au chef de l'État, s'il le souhaite, parce que pour l'instant, il nous a renvoyé dos à dos tous en nous disant, c'est le jeu de la démocratie, dialoguez entre vous, sur les médias, partout, en toute liberté, un peu partout, échanger, et au moment opportun, si je le souhaite, certainement, c'est ce que j'ai cru comprendre de son message, à ce moment-là, c'est le peuple qui tranchera en toute souveraineté. Et si le peuple tranche contre cette proposition de révision? Mais je pense que Denis Sassou Nguesso, en homme d'État, en tirera toutes les conclusions. Ça va de soi. Ne craignez-vous pas un scénario burkinabé? Comparaison n'est pas raison. Vous savez, je le dis avec beaucoup de simplicité souvent, l'histoire du Congo, ce n'est pas l'histoire du Burkina. Et l'histoire de Chine n'est pas l'histoire de la Russie. Et l'histoire de la Russie n'est pas l'histoire de France non plus. Donc arrêtons constamment. Nous avons déjà, au travers de nos constitutions, fait trop de mimétisme. On ne peut pas continuellement comparer. Et puis le Burkina, ça s'est bien passé plus ou moins parce qu'il y a eu un atterrissage en douceur. Mais la question que je me pose, avec le tout petit recul que nous avons, parce qu'ils sont encore dans une phase transitoire, mais pensez-vous que ces jeunes majoritairement qui étaient dans les rues s'attendaient à voir un homme en treillis apparaître un matin comme ça, comme Premier ministre aujourd'hui? S'attendaient-ils à ça? Combien de jeunes qui ont marché, qui ont battu le pavé dans les rues,
se retrouvent aujourd'hui dans ces structures dirigeantes, même sur le plan transitoire. Je pense que l'Afrique est un continent nouveau, est un continent jeune, je pense, plutôt jeune, pas nouveau mais plutôt jeune, qui gagnerait aujourd'hui, près de 50 ans après nos indépendances, à nous approprier quand même tous les textes qui régissent nos États, à les adapter en prenant en compte les jeunes qui sont majoritaires, les femmes qui sont souvent exclues de ces institutions. Et je pense que nous gagnerons là à avoir quand même une mouture qui corresponde aux réalités de chacun de nos États. Même si nous restons dans une globalisation, on ne peut pas s'extraire de cette mondialisation. Oui, mais je vous prends aussi là un exemple tout bête. Vous savez, en Inde, ils ont ce qu'on appelle, pas la polyandrie, il y a une caste qui est polyandre, où il y a plus d'hommes, les femmes épousent beaucoup d'hommes. Mais l'Europe n'accepterait pas ça. C'est comme l'Afrique aujourd'hui n'est pas prête à aller vers le mariage homosexuel. Mais il n'est pas dit que les Africains vont imposer ça au continent européen. Nous respectons qu'il y ait la monogamie sur l'Europe. Comme l'Europe aussi doit accepter que nous ayons aussi d'autres codes, une autre culture et une autre façon de fonctionner. Restons dans les relations Europe-Afrique, Afrique-Europe, France-Afrique, avec le président français François Hollande qui a dit à ses homologues africains de ne pas changer la Constitution. Celui qui finit son mandat s'en va. Quel est votre avis? Moi, je lui retournerai tout simplement. Pourquoi il y aurait 2 poids 2 mesures? Parce qu'il semble avoir dit aussi, le même François Hollande, aux Grecs qu'en toute liberté, les Grecs ont le droit d'élire ou de désigner les candidats à la fonction de Premier ministre, si je ne me trompe. Pourquoi à ce moment-là, il y aurait un discours pour les États du Sud et un autre comme une caste des intouchables, comme la Russie à qui on ne dit pas certains messages, comme les Qataris à qui on ne donne pas certains, on ne communique pas dans le même sens que dans les pays du Sud? Pourquoi? Moi, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Même si nous ne sommes pas des naïfs, qu'il y a la réelle politique et il est question de rapport de force. C'est là où j'invite les Africains à comprendre que tant que nous n'allons pas nous-mêmes nous prendre en charge et que nous allons nous laisser imposer les choses tel que cela se fait, où chacun de nous, lorsque nous voulons accéder ou reconquérir le pouvoir, nous allons solliciter les chancelleries occidentales, mais il faut toujours s'interroger. À un moment donné, est-ce que cela profite à nos peuples? C'est ça aussi la gestion de la politique. Regardez pour le peuple qui est majoritaire, le citoyen qui veut nous faire confiance. Et moi je dis non, je ne fais pas de la politique pour tout simplement servir certains intérêts extérieurs. Il est temps à un moment donné qu'en tant qu'Africains, nous nous approprions réellement notre histoire et notre marche. Vous n'allez pas me dire qu'un François Hollande connaît mieux le Congo qu'un Denis Sassou Nguesso. Je suis désolée, je dis que non. Je dis que non. Pour revenir au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui peut lui succéder? Tout candidat qui répondrait aux critères tout simplement des noms, et madame. Qui pense. Je ne peux pas parce que la démarche, l'appel à la candidature, en fin de compte, c'est d'abord une démarche qui est personnelle. C'est parce qu'on a une vision, on se projette pour ce peuple-là. On a un projet de société. Là, comme ça serait faire preuve de légèreté de ma part que de vous égrener des listes de noms comme ça, à tort et à travers. Et je pense tout simplement qu'au moment opportun, les candidatures pour celles réellement pour les personnes réellement qui pensent apporter leur contribution à ce niveau, à ce haut niveau qui est celle de la magistrature suprême de notre pays, à ce moment-là, ces personnes en toute responsabilité se prononceront. Mais au sein du Parti congolais du travail, nous avons ce qu'on appelle des primaires internes qui vont départager tout candidat qui voudra se présenter au nom du parti pour être retenu et présenté justement comme candidat du parti à ce poste pour conquérir justement ce fauteuil présidentiel. D'ailleurs, quel bilan dressez-vous de l'action du président de la République? Écoutez, moi je me mets d'abord dans la position d'une citoyenne, avant d'être politique et membre du parti de gouvernement dans lequel je suis. Mais aujourd'hui, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'en termes d'infrastructure, le Congo-Brazzaville se porte bien. Et c'est là où il y a un paradoxe, parce qu'on ne lui reproche pas son bilan. Tous les indicateurs sont au vert aujourd'hui. Vous avez toutes ces municipalisations. Vous savez, lorsque l'on vous apporte une route, on vous apporte le développement. Lorsqu'on vous apporte une route, on vous apporte la liberté.
Parce qu'au travers de la route, vous rendez compte que vous allez casser toutes ces barrières du repli identitaire, toutes ces barrières du népotisme, du clientélisme, parce que vous allez chercher le mérite un peu partout sur l'étendue du territoire. Vous avez la circulation des biens, vous avez la circulation des personnes qui permet encore à nos jeunes démocraties ce brassage souvent qui est un handicap au détriment d'une richesse culturelle. Vous voyez, donc ça c'est un bilan déjà. Et puis nous avons cette jeune démocratie, excusez-moi de le dire, parce que c'est une passion pour moi d'en parler, que nous voulons consolider, comme dit le chef de l'État, mais moi je parle en termes d'évolution. C'est pour ça que je vous dis qu'il est temps que nous nous l'approprions aujourd'hui. Mais pour nous l'approprier, il faut que nous nous disions les choses avec beaucoup d'honnêteté et dans le respect des uns et des autres. La liberté fondamentale de chacun de nous, c'est de pouvoir nous exprimer, d'écouter les autres, même quand on n'est pas d'accord, on n'est pas des ennemis, mais nous sommes des adversaires politiques. Et ça devrait se faire d'arguments, contre-arguments et projets de société par rapport aux projets de société. C'est ce que moi je prône comme politique, la sensibilisation et la pédagogie aujourd'hui. Arlette Soudan-Nono, vous êtes journaliste de formation. Oui. Aujourd'hui, vous êtes femme politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir une politicienne? Écoutez, tout simplement le hasard de la vie. Vous savez, dans ma première vie professionnelle, vous avez su le dire, je suis femme de médias. Et dans la seconde période de ma vie récente, je suis fondatrice, directrice d'une institution scolaire que j'ai fondée il y a 7 ans de cela, parce qui englobe un primaire, un collège, un lycée et puis 2 grands internats. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Et c'est par le biais du système éducatif que je suis arrivée en politique, parce qu'on ne peut faire de la politique sans politique éducative. Même l'appropriation même de la démocratie, si vous ne comprenez pas ce que c'est, cela peut nous emmener justement à ces erreurs d'interprétation qui fait couler tant d'encre aujourd'hui au Congo-Brazzaville comme ailleurs. Parce que ce qui se passe aussi, ces mécanismes-là, comme les gens ne les sont pas appropriés, même du côté de la Libye, du côté de tous ces pays qu'on a défaits brutalement, au détriment même des peuples et des réalités. Si ces populations avaient compris ce que c'était la démocratie, si ces populations avaient compris ce que c'était la préservation même des équilibres de paix, sans lesquels aujourd'hui ils ne peuvent se développer, je crois qu'ils ne seraient pas dans cette déchéance aujourd'hui, dans ces états où nous regardons ces états de guerre actuellement qu'il y a qu'a semé un peu ce printemps arabe. C'est pour ça qu'il est important d'être instruit, c'est pour ça qu'il est important, j'insiste, de faire de la pédagogie, d'où mon entrée en politique, pour pouvoir m'approprier les mécanismes institutionnels, les comprendre pour être au service du plus grand nombre, qui est le souverain primaire, le peuple congolais, en l'occurrence. Arlette Soudan-Nono, je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du Parti congolais du travail, le parti présidentiel. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel entretien Cactus, regard sur l'actualité. Mais en attendant, merci de rester scotché sur YouBiz News, votre chaîne Infomusement.